Contrairement à la plupart des mouvements, l'expressionnisme allemand n'a pas pour origine le cinéma, mais est un art avant tout lié à la peinture. Pour répondre au réalisme qui s'essouffle, notamment à cause de la photographie, la peinture expressionniste va décider d'appuyer le ressenti de l'auteur à travers son sujet, en exprimant ses émotions de manière symbolique, surtout des émotions négatives comme l'angoisse, la peur ou la folie. D'un point de vue technique, cela est représenté par des déformations des lignes et l'utilisation de couleurs non naturalistes. L'art en général étant une source d'inspiration constante et globale, il était évident que les réalisateurs allemands allaient eux aussi laisser une trace dans l'histoire de l'expressionnisme, et par la même occasion, créer l'un des mouvements classiques le plus important de l'histoire du cinéma. Après la Première Guerre mondiale, l'Allemagne se remet difficilement. Au niveau du cinéma, les États-Unis commencent à occuper la tête en termes de succès grâce à des productions très chères. Le cinéma européen peine à suivre, et l'Allemagne décide d'utiliser l'expressionnisme comme outil pour se démarquer avec un style unique pour l'époque. Ils vont donc prendre le contre-pied des films romanesques américains pour faire des films à petit budget, avec comme ligne de conduite l'utilisation du symbolisme. C'est en 1908 que le terme expressionnisme apparaît pour la première fois, venant du théoricien Wöhringer. Il considère que plus l'art avait perdu en naturalité du point de vue physiologique, plus il avait gagné en expressivité du point de vue psychologique. Il faut donc briser l'idée de la forme, en utilisant des décors très abstraits, très faux, gothiques, pour se concentrer sur les expressions des personnages et leur psychologie, surtout de manière négative, voire fataliste. Cela amène finalement une atmosphère particulière et novatrice, dans un genre fantastique. Le fantastique existait déjà avant, notamment avec Méliès, usant de techniques pour instaurer de la magie ou du surnaturel dans ses films et ainsi créer, la plupart du temps, un gag. Avec l'expressionnisme allemand, c'est une autre émotion forte qui va vraiment apparaître pour l'une des premières fois, la peur. C'est aussi avec ce mouvement que l'on voit apparaître pour la première fois quelques futures figures classiques du fantastique. Par exemple, dans Le Golem de Wegener, le monstre d'argile qui nous rappelle le monstre de Frankenstein de Boris Karloff chez Universal des années plus tard. La figure du vampire avec l'adaptation non officielle de Dracula de Bram Stoker avec Nosferatu de Murnau. Ou encore le personnage de Gwynplaine dans L'Homme qui rit de Paul Leni qui servira de base graphique pour la création du Joker par Bob Kane et Bill Finger. Pour instaurer cette ambiance étrange, propice aux films expressionnistes, au-delà des décors, on peut aussi évoquer l'utilisation de la lumière, qui est une caractéristique importante du mouvement. En effet, les réalisateurs vont abuser du clair-obscur dans les films. D'un côté, la lumière très blanche et crue, et qui multiplie les reflets en provenant de sources multiples, lampes, fenêtres, lune. De l'autre côté, l'ombre, qui appuie le mystère et l'esprit perturbé des personnages. L'ensemble rend les personnages et les lieux inhumains et effrayants. L'expressionnisme allemand est un mouvement des années 20. On a donc tendance à considérer Le cabinet du docteur Caligari de Robert Wiene comme le premier film, car il est la synthèse parfaite du mouvement en termes de code. Pourtant, en cherchant un peu plus loin, on peut déceler un film qui coche pas mal de cases du mouvement, L'étudiant de Prague de Wegener en 1913. Dans le film, nous suivons Balduin, un étudiant pauvre qui souhaite vivre comme un marquis. Il croise un vieil homme, plutôt étrange, qui lui offre beaucoup d'argent en échange de son reflet. On retrouve donc le fantastique avec la thématique du double, qui sera l'une des plus utilisées du mouvement, ainsi que l'atmosphère inquiétante qui s'impose au film par le double maléfique qui erre. Le spectateur connaît son existence, mais ne sait jamais quand il va apparaître ou ce qu'il va faire pour empêcher Balduin d'être heureux. On est ainsi sur une acceptation de la fatalité, qui est aussi une construction classique du mouvement. Le cinéma allemand de l'époque
s'inspire beaucoup du théâtre, en particulier du metteur en scène Max Reinhardt. La plupart des acteurs proviennent de sa troupe et il utilise un jeu tout en intériorisation et en jouant beaucoup avec la lumière de la scène. Malgré les différences entre les deux arts, les réalisateurs comme Lang, Murnau ou Vienne vont beaucoup s'en inspirer pour styliser le mouvement. Fritz Lang, lui, qui par la suite aura une carrière prospère aux États-Unis dans d'autres styles de films, n'hésite pas à refuser cette étiquette de réalisateur expressionniste. Même si ces films de l'époque comme Le Docteur Mabuse et surtout Metropolis ne peuvent que démentir ses propos. On retrouve beaucoup l'idéologie expressionniste dans ses scénarios, qui sont souvent liés à son obsession pour la mort, due à son expérience de la Première Guerre mondiale en tant que soldat dans l'armée autrichienne. On peut prendre par exemple son film Les Trois Lumières, où la mort est ici un personnage qui va offrir 3 chances à une femme de sauver son fiancé à travers 3 histoires, mais qui au final ne vont servir qu'à démontrer l'impossibilité de sauver celui qu'elle aime. Lang est donc une représentation complète du mouvement, contrairement à Murnau qui lui est plus subtil. En effet, Friedrich Wilhelm Murnau n'essaie jamais d'éviter le réalisme, mais plutôt de jouer avec pour appuyer l'expressionnisme. Dans Nosferatu, l'expressionnisme vient prendre l'avantage sur le réalisme au même rythme que l'arrivée du fantastique dans le film. Dans Le Dernier des Hommes, en 1924, le réalisme du scénario, la vie quotidienne d'un portier d'un hôtel qui va se faire mettre au placard par son patron, est ici transformé en un film onirique, par la volonté expressionniste et les prouesses techniques de Murnau. Mouvement de caméra, pas d'intertitres, beaucoup de cadres différents, et un travail sur les effets de montage. Murnau arrive par ce biais à décrire avec plus de puissance la souffrance et l'aliénation du portier face à la situation. Pendant cette période économique creuse de l'Allemagne, l'expressionnisme a réussi à s'imposer dans le pays, puis à avoir un rayonnement mondial. Cependant, le retour d'une monnaie allemande stable permet aux salles de diffuser de nouveau des films étrangers. L'UEFA, qui est la société de production la plus importante, s'écroule, et en 1933, l'arrivée au pouvoir d'Hitler n'arrange pas les choses. Considérant l'expressionnisme allemand comme un art de dégénéré, les artistes risquent d'être envoyés dans des camps de concentration. Ils sont donc obligés de fuir et décident pour la plupart de s'exiler aux États-Unis. L'expressionnisme là-bas devient une influence majeure pour 2 genres importants. Le film d'horreur des années 30, avec les films de monstres d'Universal, usant des mêmes ressorts au niveau des décors et des maquillages. Mais aussi le film policier des années 40 en devenant un genre, le film noir, où les réalisateurs germaniques comme Fritz Lang, Otto Preminger ou Billy Wilder deviendront alors des références.